Bonjour à tous, bonjour les amis, l'Afterlap épisode 75, le podcast du sport auto qui va revenir aujourd'hui sur un des premiers événements majeurs de l'année 2021 en matière de sport auto. C'est le rallye Monte-Carlo qui a bien eu lieu, la première manche du WRC. Et aujourd'hui, c'est un moment sympa parce que j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau participant à l'Afterlap et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est notre ami Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être en ta compagnie et honoré d'être en ta compagnie. Non, mais il n'y a pas de quoi. Et nous t'accueillons les bras ouverts, mon cher Guillaume, car nous avons appris, pour tout vous dire, à faire connaissance depuis quelques semaines. Nous sommes en contact régulier et nos discussions m'ont bien montré, mon cher Guillaume, que tu avais une présence dans le sport auto indéniable, puisque tu es un ingénieur de formation, moteur, développement, exploitation dans des courses auto, dans des équipes. Moi, on aurait pu se croiser aux 24 heures du Mans, et bien d'accord, et même peut-être sur du rallye. Oui, on s'est certainement croisés, effectivement, puisque j'ai exercé pour le compte d'Oreca avec leur structure moteur à Manicourt pendant plusieurs années, dans les débuts des années 2010, 2014, 2015, voilà. Donc, on s'est certainement croisés, que ce soit en rallye avec le programme Skoda S2000 et R5 de développement et d'exploitation moteur, ou alors sur le circuit du LMP2 avec les Oreca, Nissan, Nismo, voilà. Ouais, non, ça le fait bien. Quand j'ai vu les photos de toi quand tu es dans le stand alpine au Mans ou que tu es avec Andreas Mikkelsen en IRC à l'époque, oui, il y a de la crédibilité, incontestablement. Une petite expérience, disons. Voilà. Une expérience fort agréable, en tout cas. Alors, il y a une autre passion qui t'anime aussi, c'est les miniatures avec le grand projet Auto Mini Racing. Je te propose que tu nous en parles tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si je t'ai demandé de participer à l'Afterlap, c'est pour littéralement t'introduire en tant que consultant du podcast du sport auto. Et je te remercie de jouer le jeu parce que je sais que tu n'as rien raté de ce week-end du Monte-Carlo. Tu as tout suivi de A à Z. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur peut-être interlocuteur que toi pour faire le débrief de ce rallye Monte-Carlo. Donc, on va passer en revue un petit peu tous les événements, mon cher Guillaume. D'abord, j'ai envie de te dire, il a eu lieu ce Monte-Carlo 2021. Est-ce qu'il n'y a pas encore 10 jours, tu n'as pas eu des doutes ? Si, clairement, comme tout le monde, je t'avoue que même depuis fin novembre, début décembre, tout le monde se posait des questions. Je vais pas te cacher aussi que j'ai reçu quelques petits messages, des SMS d'anciennes connaissances de pilotes dont tu as pu mentionner le nom, qui me demandaient comment était la situation un peu en France, comment allait se passer le début de la saison, etc. Parce qu'ils étaient en train de monter leur programme et d'essayer de voir tout ça. Donc oui, comme tout le monde, on s'est posé la question, de la même manière que pour le Dakar, avant qu'ils affrètent les avions en particulier, on se demandait s'ils allaient pouvoir aller en Arabie Saoudite. Ici, la question, elle est la même. Ça fait depuis 15 jours qu'on parle d'un troisième confinement, que la situation est compliquée. Et puis, avec le comportement, on va dire, français, moi, personnellement, j'avais du mal à imaginer un rallye à huis clos. Et j'ai été impressionné par la façon dont ça s'est déroulé, très clairement. Mais très content que ça ait eu lieu. Ça, c'est... Oui. Non, mais moi je crois qu'au bout du compte, il y a bien eu les 4 jours. D'accord, il y a bien eu un kilométrage plus réduit, mais écoute, on avait le sentiment, puisque ça démarrait très tôt le matin, que les journées étaient quand même longues. On a bien vu des portions de route façon Monte-Carlo, avec tous les revêtements possibles. J'ai quand même le sentiment qu'on a eu un vrai Monte-Carlo. Sportivement parlant, il n'y a aucune question. On a eu un vrai Monte-Carlo, on a eu une vraie bagarre dans toutes les catégories. On a eu des conditions climatiques qui sont dignes d'un Monte-Carlo de fin janvier. Non, honnêtement, il y aurait eu du public, ça aurait été une autre année mythique du Monte-Carlo, très clairement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, et d'autant plus que c'est toujours la magie de ce rallye. Et là, on l'a eu vraiment cette année. Tu es d'accord avec moi, peut-être. Moi, quand je vois des spéciales où les pilotes perdent 30 secondes, alors ça peut être dû à des raisons spécifiques. Je parle d'Ogier. Lorsqu'on peut croire, on y reviendra, qu'à ce moment-là, il a tout perdu. C'est la spéciale 6, si je ne m'abuse, où il a sa crevaison et il redescend 3 au général et il perd d'un coup une trentaine de secondes. Bon.
Donc là, tu vois, les écarts qui se font en une spéciale, moi j'adore. Mais en même temps, il y a des spéciales où il a mis 20 secondes aussi à tout le monde. Donc c'était dans le sens inverse. Et puis Neuville, tu te souviens? Neuville, si je ne m'abuse, c'est la spéciale 10 où il colle une valise aussi à tout le monde. Moi. Ah. Parce qu'on est parfois un peu formaté par ce WRC moderne où les spéciales sont nombreuses, pas complètement variées, et puis les écarts sont infimes à l'arrivée. Là, sur la Monte-Carlo, c'est comme dans l'ancien temps, si j'ose dire. Ah bah oui, oui, même si ça n'a rien de comparable, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années où quand moi j'ai commencé à me passionner sur le rallye et à cette époque où effectivement on avait déjà plusieurs parcs d'assistance, etc., et sans remonter au parcours de concentration et autres, avec des kilométrages juste démentiels, c'est vrai que on a perdu cette habitude. Le Monte-Carlo, encore l'année dernière, se joue à 1 ou 2 secondes. Mais c'est vrai que c'est un rallye qui est toujours très très particulier parce que malgré tout ça, rien n'est fait, rien n'est joué. Sur chaque spéciale, comme tu le dis, on peut prendre, gagner, perdre 20-30 secondes, et puis la spéciale d'après, parce que justement notre choix de pneus était plutôt basé sur cette deuxième spéciale, et ben reprendre tout ce temps. Et voilà, c'est des coups de poker qui sont à faire. C'est impressionnant. C'est une loterie aussi parfois, parce que l'ordre sur la route, qu'on ne maîtrise pas forcément, les conditions météo qui changent en 10-20 minutes, peuvent avoir un impact très très important. C'est ce qui est arrivé vendredi après-midi, par exemple. Hein. On l'a vu sur une spéciale où ceux qui partaient dans les derniers avaient clairement beaucoup moins de pluie et beaucoup moins d'eau sur la route que les premiers. Et à l'inverse, bah voilà, typiquement, samedi matin, Neuville, pardon, qui colle 40 secondes à tout le monde et qui en prend 20 dans la suivante. Donc oui, c'est des conditions du Monte-Carlo, c'est ce qui fait qu'on aime ça, on aime qu'il y ait plusieurs types de gommes, de pneus qui soient à disposition. Il y aurait plusieurs manufacturiers, ce serait peut-être encore mieux pour le spectacle, mais bon, voilà, c'est... Alors, je reviendrai sur Pirelli, effectivement, parce que c'est un des points majeurs sans doute de cette édition, mais on va enchaîner tout de suite avec l'homme et le résultat final et humain et sportif et donc cette victoire de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. Alors on sait tous que les chiffres sont extraordinaires. 50e victoire en WRC, 8e au Monte-Carlo. Là, c'est une victoire, je dirais, légendaire, littéralement, qu'a signé Seb et Julien. Moi, honnêtement, là, je vais pas dire que j'ai plus de mots, mais c'est du génie absolu. Enfin, ils sont fabuleux. Ce sont les patrons de la discipline. Là, c'est une démonstration que nous a fait Sébastien et Julien. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de le dire spontanément. Ah bah clairement, et puis tu fais bien de souligner le fait que ce soit un couple. Hein. Je sais que ça te tient particulièrement à cœur, mais je pense que tous les fans de rallye, on sait que déjà ils sont deux dans la voiture, sans compter tous ceux qui sont derrière à l'assistance et autres. Hein. Mais effectivement, ce qu'ils ont fait ce week-end montre encore une fois que ce sont les rois du Monte-Carlo, peut-être. Et c'est même pas peut-être, c'est dans les chiffres. Ils ont même dépassé Loeb et Helena, puisqu'ils gagnent une huitième couronne à Monte-Carlo. En plus, et là c'est aussi un autre record, avec 5 constructeurs différents, puisque jusqu'à présent il était égalité avec Walter Röhrl sur 4 constructeurs différents, mais là il met la barre encore plus haut avec 5 manufacturiers. Que dire, c'est leur rallye, il le dit tout le temps, c'est le rallye qu'il a plus envie de gagner de toute la saison. Il l'a redit aussi, finalement, j'ai peut-être bien fait de revenir, enfin de continuer en tout cas une saison de plus. Très clairement. Et puis j'espère très clairement aussi que c'est pas le dernier Monte-Carlo sur lequel on le voit, sur lequel il aura la chance de jouer la gagne. Parce que moi je suis sûr qu'on le reverra sur des Monte-Carlo. Ça c'est clair et net. Après reste à voir avec quelle voiture, avec quelle préparation, est-ce qu'il pourra jouer la gagne ou pas. Mais en tout cas, non, c'est une grosse performance encore une fois. Et la total. Total respect pour cet équipage mythique et pour la gestion. Parce que dis donc, honnêtement, toi, le jeudi soir, par exemple, quand Tanak a pris le pouvoir et que les débuts de Seb peuvent apparaître un peu laborieux, on va dire ça comme ça. Ou alors, après cette fameuse spéciale 6 où avec sa crevaison, il redescend 3 du général et connaissant le niveau quand même d'Evans, est-ce que toi, tu as pu te dire il y arrivera pas? Honnêtement, pas trop.
Pas trop, parce que jeudi, il faut pas oublier qu'il a de gros problèmes de frein. Dans la deuxième spéciale, il perd les freins et donc effectivement, dans ces conditions-là, c'est un petit peu compliqué. Le vendredi matin, il montre tout de suite, dès la spéciale de nuit, que il a des capacités de vision, d'anticipation exceptionnelles, à la manière de Loeb, qu'il le faisait aussi de manière très très régulière par le passé, quand les conditions sont difficiles, quand la lecture du terrain est compliquée, c'est là où ils font les écarts. Là, il l'a refait. Effectivement, dans la spéciale du début d'après-midi, il crève. Il fait une petite sortie, il perd du temps, il se retrouve derrière Evans. Tout de suite, dans la spéciale suivante, il remet les pendules à l'heure, il récupère une quinzaine de secondes, et on sait que le lendemain matin, ils vont essayer de repartir à l'attaque. Après, la seule question qu'on pouvait se poser aussi, c'était le niveau stratégie. Comment aborder une une première manche de championnat mondial comme celle-là, avec tout sur le reste de la saison. C'est-à-dire que je pense que le fait, déjà, la première chose, c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs à huis clos, donc ça change énormément l'approche. C'est-à-dire que Ogier et Ingracia, s'ils refont la sortie de route qu'ils ont fait l'année dernière, où ils se posent sur un talus, où ils perdent 20 secondes, mais ils repartent, ça n'a quasiment aucune conséquence, et beaucoup de pilotes ont eu la même expérience. S'ils font ça cette année, rideau. Il n'y a personne pour les sortir de la route. La caméra embarquée de Loubec, on voit qu'il perd 1 minute 30 hier dans la matinée. Voilà, il a de la chance. Il s'en sort bien. Voilà, qu'il y ait un riverain qui soit tout seul avec 3 copains qui puissent venir le sortir de la route. Mais le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, c'était chaque erreur va coûter cher. Et Oliver Solberg en fait l'expérience dans la dernière spéciale. Il reste bloqué, personne pour le sortir. C'est bête, hein, mais la voiture, elle a rien, mais abandon, 0 point. Ouais, non, ça a raison. Déjà, il y a cette première approche-là. Et puis la deuxième approche, c'est l'incertitude qu'il y a sur le reste du calendrier. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne vaut pas mieux assurer une deuxième place, par exemple, pour Evans, marquer des gros points, sachant que Tanak est déjà hors course, Neuville est un petit peu derrière aussi, plutôt que de tout jouer contre un Ogier dont on connaît l'expérience et la vitesse sur un Monte-Carlo, sachant que voilà, on ne sait pas le nombre de rallyes qu'il va y avoir, on sait pas, enfin voilà, tous les points sont bons à prendre à ce moment-là, et on peut pas se dire je me rattraperai sur une prochaine manche ou quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai eu une seule inquiétude en fait, parce que le jeudi, bon, c'était le démarrage. Dès le vendredi matin, on est rassuré, il remet les pendules à l'heure, je suis d'accord. Bon, c'est vrai que la sortie et la crevaison de la spéciale 6, là, je suis un peu inquiet parce que face à Evans, 23 secondes à la régulière, j'ai tendance à me dire, bon, c'est peut-être une occasion qu'il fallait pas louper là. En tout cas, c'est bon. Mais c'est vrai que dès la spéciale suivante, il repart le couteau entre les dents. Et puis alors le samedi matin, bon voilà, il nous fait son chef-d'œuvre là de là aussi la première spéciale. Et c'est vrai que tout bien considéré et a posteriori, on se rend compte que Sébastien voulait cette victoire, que c'était pratiquement annoncé et qu'effectivement, c'est comme si personne ne pouvait lutter à son niveau, quoi. Enfin, carrément. Hein. Clairement, hein, comme il l'a dit, de toute façon. Il voulait gagner ce rallye. C'est son rallye, c'est celui qui veut gagner le plus au monde dans la saison. Et puis il a déjà 7 titres. Donc je veux dire, je dirais, s'il a un 8e à la fin de l'année, tant mieux. Il partira avec les honneurs et encore plus à son sommet. Mais voilà, je dirais, s'il y en avait un qui pouvait attaquer de manière complètement libérée, c'était lui. Il n'a plus rien à prouver. Et à la manière de Monza, où c'était Evans qui avait toute la pression du monde sur ses épaules, parce que c'était peut-être sa chance unique dans sa carrière, là, de la même manière, Ogier et Ingracia étaient complètement libérés. Et puis voilà, ils ont tellement de monde sur le terrain qui peut les épauler sur les choix, les conditions météo, etc., que forcément toujours un petit avantage à rouler chez soi. Mais... Ouais. Non, en tout cas, quel beau moment de sport. Et évidemment, on est un peu français, là, il y a un petit côté chauvin, mais c'est pas dans toutes les disciplines du monde, sport auto, mais surtout sport en général, qu'on a à ce point-là. Moi, c'est ça que je mets en avant par rapport à Ogier. Le sentiment qu'on a le patron d'une discipline. Je vais peut-être dire Teddy Riner en judo. T'as le sentiment que le mec, c'est le roi et que tout le monde essaye de faire aussi bien.
Ogier en WRC, d'accord, il gagne pas tous les rallyes du monde, mais c'est le patron, c'est le boss, c'est la référence absolue, c'est le LeBron James du rallye, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr que Cocorico, effectivement, mais ça fait quand même quelques années qu'on est gâté en Ouais. France et avoir la relève qui va arriver, voilà, on a d'autres pilotes qui sont dans les starting blocks, mais c'est vrai que depuis les années 2000 avec Loeb et maintenant avec Ogier, on a quand même deux extraterrestres Bah, du monde du rallye et tu disais oui, ils gagnent pas tous les rallyes. Faut pas oublier quand même qu'il y a quand même certaines règles qui désavantagent pas mal les meilleurs, qui ont été faites justement à la base pour contrer Loeb et qui s'appliquent particulièrement bien à Ogier aussi. Oui, certes, on est content qu'ils soient français parce que ce seraient des Finlandais ou des Belges qui soient à leur place, on se demanderait comment les battre, hein, très clairement. Guillaume, le temps avançant et forcément nous limitant un petit peu, je te propose maintenant de passer pas mal de points de vue un peu en rafale. Je vais te poser des questions, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on va peut-être pas pouvoir développer autant qu'on voudrait, comme on l'a fait sur OJ. Mais bon, je sais que tous les passionnés de l'Afterlap, le podcast du sport auto, vont nous écouter jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et encore une fois, donc Guillaume l'a fait, tu es notre consultant aujourd'hui, je t'en remercie encore une fois. Vraiment, bienvenue au club, Guillaume. Alors, si on déborde... Si on déborde sur Toyota, j'ai envie de te dire, moi, voilà, premier fait, Ogier, Evans, Rovanperä, Katsuta et je rajoute Latvala, dont je suis persuadé que la Laura n'est pas anodine. Bon, moi j'ai toujours adoré Latvala, ça je te le dis franchement, en personnalité, ouais, j'ai toujours aimé le mec, voilà. Donc là je suis vraiment ravi qu'il soit à la tête de l'équipe. Bon, tout ça fait que Toyota semble évidemment la force de frappe fabuleuse, quoi. Bah, clairement. Moi, dans mes tops, et je sais que tu aimes bien mettre des petites étoiles, c'est clairement le top du rallye, c'est Toyota. Leurs 4 voitures dans les 6 premiers. Sans la crevaison de Rovanperä, à la fin, il faisait même un 2-3. Donc voilà, avec, je sais pas, mais le nombre de scratchs de Toyota sur le rallye, c'est, je pense, 80% des scratchs réalisés sur le rallye. Une voiture fiable, des pilotes qui sont fiables aussi. J'étais très très impressionné, on pourra peut-être en revenir après, par Rovanperä et par Katsuta aussi. Mais voilà, très clairement, un doublé Ogier-Evans sur le rallye, doublé Ogier-Evans sur la Power Stage, qui, on le rappelle, cette fois compte également pour la première fois pour le championnat constructeur. Donc en termes de championnat constructeur, Toyota a déjà 22 points d'avance sur Hyundai, hein, puisque Hyundai, eux, pour le coup, ne marquent que le 4e et 5e temps sur la Power Stage. Donc, ils prennent encore du retard sur cette Power Stage, alors qu'ils auraient pu potentiellement, on serait dit, attaquer encore plus dans la Power Stage, étant donné que eux, de toute façon, n'avaient pas le général à jouer. Donc oui, Toyota au top, fidèle à la fin de saison de l'année dernière. Latvala, effectivement, nouveau team principal de l'équipe. Bon, moi, je demande à voir par la suite, parce que là, son travail a été clairement facilité par les conditions. Hein. Il y avait, on va dire, rien à gérer. Les écarts se sont faits tout seuls entre Ogier et Evans. La domination par rapport à Hyundai était assez claire. Voilà, je dirais c'est pas facile, mais en tout cas, commencer une carrière de cette manière-là, c'est pas la pire des situations, je dirais. Non, mais tu as raison, ça, j'avoue. Dans le futur de cette saison, qui nous dit qu'effectivement Evans va pas reprendre un peu le pouvoir, voir que Rovanperä va avoir les dents qui rayent de plus en plus le parquet, et qu'effectivement va falloir à un moment donné faire le chef et que ça fera peut-être grincer des dents. Non, on est parfaitement d'accord. Il faut voir si Latvala n'aura pas un rôle compliqué à jouer. Mais là, c'est vrai que on constate que sur le Monte-Carlo, tout s'est bien passé. On est d'accord. Ah bah oui. Ouais. Alors, la mainmise de Toyota correspond évidemment à l'échec de Hyundai. Alors, juste avant de t'appeler, là, je regardais le communiqué que j'ai reçu de Hyundai officiel avec la déclaration d'Adamo, qui fait mal. Hein. Adamo dit clairement, on a été en dessous de tout. J'ai vu des choses que je ne veux pas voir, il ne veut plus revoir. Il va falloir changer des choses. Enfin, oula, oui, là, il le dit franchement.
Et on avait bien compris que tout le week-end, c'était ça qu'il pensait, effectivement. Alors, Neuville sauve le podium, mais effectivement, Sordo que 5, un peu en dedans. Tana qui n'est pas à l'arrivée. Toi, tu parles d'un gros échec ou c'est un peu de la malchance aussi? Un peu des deux, mais ouais, en tout cas, ça peut être qu'une grosse déception pour Hyundai. Andrea Adamo, on connaît son attachement au Monte-Carlo. On connaît son franc-parler aussi, hein, mais c'est sûr que là, de toute façon, il faut qu'ils se remettent en cause très très rapidement, parce qu'ils ont déjà beaucoup de retard, mine de rien. Et encore une fois, je le répète, hein, on ne sait pas combien de manches il va y avoir. Ouais. Donc un écart qui est fait tout de suite peut être rapidement décisif. Mais oui, un peu déçu de Hyundai, de la performance des autos. Apparemment, enfin, on a l'impression qu'il n'y a que sur les spéciales entièrement enneigées, avec beaucoup de neige et un grip très constant, sur lesquelles elles étaient performantes. Sur les autres spéciales, elles se sont fait dominer de la tête et des épaules par l'une ou l'autre des Toyota. En termes de pilote, Neuville, très bien. Très très bien. Faut pas oublier que 4 jours avant le Monte-Carlo, et vous en parliez également avec Maxime, Voilà, voilà, oui. dans votre podcast Green White Checker de très belle manière. Voilà, 4-5 jours avant le Monte-Carlo, il change de copilote. Chapeau Martin. Je vais même tenter la prononciation de Weidag. Alors, Voilà. donc Maxime l'avait prononcé en mode, t'as vu, flamande, et c'est Waigaillerie, bon je sais pas quoi, mais nous il nous disait en français, je dirais Ouidag. Alors bon, sur Canal+, on peut dire que Thomas Sénécal a prononcé tout le week-end Ouidagueux. Bon, moi j'ai un doute, mais bon, je dis Ouidag. Voilà. Moi je dis Weidag parce que voilà, j'ai un collègue flamand qui était sur le Monte-Carlo qui m'a expliqué ça, donc voilà. Non, mais très très belle performance en tout cas de ce copilote. Il s'est très vite adapté. Alors on a vu dans les caméras embarquées au début du rallye que Thierry avait tendance à le ralentir. Et voilà, il faut que c'est un rallye encore particulier. Il n'y a même pas eu de check-down, étant donné le huis clos. Donc c'est la première fois que Martin mettait les fesses dans le baquet au départ de la première spéciale. Donc chapeau d'arriver à avoir une troisième place, même si effectivement elle est facilitée par la crevaison de Rovan Pera dimanche matin, mais ça reste une belle performance en tout cas de Neuville. Sordo par contre, j'ai été plutôt déçu. Je suis très fan du pilote, de sa carrière, de ce qu'il a fait. Il nous a habitués à beaucoup mieux sur un Monte-Carlo. Là, je l'ai senti un peu à la peine dès le départ. Et puis après, le fait que Tanak abandonne assez rapidement, il s'est retrouvé avec tout le poids du Hyundai sur les épaules pour ramener la voiture à la fin. Des écarts avec celui de devant et celui de derrière qui étaient déjà faits, pas grand-chose à jouer. Bon, je pense que ça a été un rallye compliqué pour lui. Ah ouais, on est d'accord. Et puis Tanak, spéciale maudite à ton avis, cette spéciale-là? C'est sûr. C'est celle là où il s'envole l'année dernière avec les images qu'on connaît, et là, double crevaison. Erreur d'Hyundai aussi, je pense. Erreur stratégique. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi sur erreur professionnelle, de partir avec uniquement 5 roues plutôt que 6. Alors là, par contre, je mettrais beaucoup de hola à ça parce que Hyundai était dans une position où il fallait de toute façon qu'ils attaquent au maximum. Donc, enlever une roue de secours dans le coffre, on rappelle, ça fait quand même 25 kilos, entre 20 et 25 kilos de moins, ça fait 3-4 dixièmes au kilomètre. À ce moment-là, il fallait qu'ils aillent les chercher, il fallait qu'ils jouent le tout pour le tout. Et qui aurait pu se douter que ces pneus clous de Pirelli allaient engendrer autant de crevaisons? Parce qu'on tape sur Pirelli, voilà, il y a eu énormément de crevaisons, etc. Mais pour moi, c'est surtout les clous qui ont posé problème, les pneus clous, parce que sur les softs et les super softs qu'il y avait le jeudi et le vendredi, il n'y a pas eu tant de crevaisons que ça. Il y en a, à part au gilet, il y en a même pas eu. Donc voilà, je pense pas que Hyundai avait cette crainte en tête à ce moment-là. Donc partir avec 5 roues, effectivement, ça me paraissait logique dans l'optique d'attaquer à fond. Ouais, non, ça pouvait se comprendre, on va dire ça comme ça. Mais alors, puisque tu évoques effectivement le thème Pirelli,
Comment tu jugerais le bilan de cette première manche où ils sont voilà le fournisseur officiel de tout le monde c'est effectivement, ça pose des questions ou est-ce qu'il y a un peu de la fausse à pas de chance ou au revêtement si particulier du Monte-Carlo? Comment tu juges ça, toi? Je dirais il y a un peu de tout, mais il y a surtout du revêtement si particulier du Monte-Carlo, parce que ils se sont retrouvés manufacturiers uniques des pneumatiques fin 2019 avec l'appel d'offres qui est remporté. 2020, on sait tous ce qui s'est passé. Hein. Ils avaient prévu une séance d'essai de 2 ou 3 jours avec Andreas Mikkelsen tous les mois sur des revêtements différents. Et ils se sont retrouvés à faire, je crois, 3 sessions de 3 jours. Sur toute l'année. Donc ils n'ont pas eu le temps de développer les pneus comme il le fallait. Les pneus clous, les pneus neige qui sont utilisés dans ces schémas-là que sur le Monte-Carlo. Voilà, c'était peut-être pas leur priorité en termes de fiabilisation. Et ils sont partis sur des structures qui sont un peu identiques à ce qu'ils faisaient par le passé, en se disant ça devrait fonctionner, adapté un peu aux données de puissance théorique qu'ils ont dû avoir des constructeurs. Et puis voilà, une nouvelle WRC avec tout le couple qu'elle développe, la puissance, l'appui aéro qu'il peut avoir dans les virages rapides sur du goudron et autres. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec les WRC d'il y a 5-6 ans. Donc voilà, je pense que c'est surtout ces conditions-là qui font que. Et encore une fois, pour moi, le problème, il est essentiellement sur ces pneus neige et ces pneus clous. Ouais. Donc, par contre, quid de l'Arctic Rally dans un mois, même si les pneus sont complètement différents, c'est plus les mêmes largeurs, c'est plus les mêmes dessins, le nombre de clous est pas du tout le même, mais il va falloir très clairement qu'ils sécurisent ça parce que ça risque de poser énormément de problèmes sinon. Ouais, ok. Quand je vous disais que Guillaume était un excellent consultant et que ses analyses étaient pertinentes et pointues, vous le voyez depuis le début, vous l'entendez, vous le voyez sur la chaîne YouTube l'Afterlab, puisqu'on est en double mode cette semaine, audio et vidéo, c'est vraiment le cas. Vraiment, merci Guillaume. Alors, en rafale, je reprends l'expression, parce que voilà, je te dis, il faut bien à un moment donné qu'on essaie de tout baliser. Bon, ton pote Mikkelsen, superbe, fabuleux même. Disons, il est au-dessus du lot là aussi. Hein. C'est vrai que, ouais. Alors, mon pote, oui, effectivement, non, c'est un super pilote. C'est un des pilotes avec lequel je me suis le plus entendu et je m'entends toujours extrêmement bien avec lui. Vraiment, vraiment content de le revoir sur le devant de la scène. Il a travaillé dur et d'arrache-pied depuis son éviction de chez Hyundai. On sait que ça s'est un peu mal passé pour diverses raisons avec une voiture qui lui convenait pas du tout. Mais là, gros programme cette année. Donc à la fois avec le WRC2 et le championnat d'Europe également avec Skoda. Donc c'est un engagement qui est privé avec l'équipe Talksport, mais qui est très très largement soutenu par Skoda Motorsport officiel, puisqu'ils sont en train de développer aussi cette nouvelle évolution de la Skoda Fabia R5, qui s'était fait un petit peu, pas botter les fesses, mais qui avec les évolutions de la C3 justement avait besoin de continuer d'évoluer. Donc voilà, très clairement, Andreas qui a été au-dessus du lot. L'écart avec Adrien Fourmeau au départ, notre Français qui est pilote officiel Ford. Donc c'était une très très belle bagarre qui était prévue. L'écart s'est creusé petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait quelques petits soucis pour Adrien. Et puis après, derrière, il a fallu ramener la voiture à l'arrivée, des temps extrêmement intéressants au milieu des WRC. D'ailleurs, il finit 7e au général. Voilà. Il a assuré son rang, il était attendu à cet endroit-là. Là également, changement de copilote par rapport à l'année dernière, puisque c'est son ancien copilote Olaf Leun qui revient pour cette saison extrêmement chargée. Donc voilà, des petits repères à reprendre, même s'ils avaient fait 1 ou 2 rallyes l'année dernière en fin de saison ensemble. Donc voilà, une belle course de Mikkelsen. Et en WRC2, une belle bagarre aussi avec Adrien Fourmeau qui, avec sa 2e place, se lance bien aussi dans sa saison.
Écoute, Adrien, moi je trouve à crever l'écran, dans le sens où on a pris conscience qu'il y avait une relève française. Alors, on a été gâtés, bah, d'ailleurs, parce que dans l'absolu, Loubet, Fourmeau, même Camilly qui est toujours là, et puis d'autres noms qu'on connaît, puis qu'on a eu plaisir à retrouver. Là, on a eu le sentiment qu'il y avait effectivement un petit vivier français et qu'effectivement une certaine relève pouvait être là, parce que bah, c'est ce qui nous inquiète tous aussi. Quand Sébastien Ogier va partir, oui, la France, on espère bien reprendre le flambeau. Et là, je trouve qu'entre Adrien ou Pierre-Louis, il y en a qui frappent, quoi. Ah bah très très clairement, j'en vois même 5-6 à des niveaux différents dans leur carrière et peut-être avec certains qui ont eu la chance qui est passée malheureusement. Mais effectivement, niveau français, on a encore eu une très belle expérience sur ce Monte-Carlo. Pierre-Louis Loubet, impressionnant, Mm. impressionnant de par sa régularité, son approche du rallye. Dommage qu'il fasse cette faute le vendredi soir. Heureusement, je dirais, elle lui coûte en termes d'expérience qu'une dizaine, une quinzaine de kilomètres, puisque c'était la dernière spéciale de la journée. Grâce à son équipe qui a travaillé d'arrache-pied toute la nuit, il peut repartir le samedi, refaire des temps impressionnants, bah, notamment dans la spéciale où Neuville colle 50 Mm. secondes à tout le monde. Il est le seul à être 10-15 secondes derrière. Ouais. Donc un deuxième temps scratch à ce moment-là, alors que tout le monde se bagarre. Hein. On rappelle, Ogier et Evans sont à la bagarre, Rovan Perra, Neuville sont à la bagarre aussi. Donc c'est pas un temps scratch de fin de rallye où tout est joué. Donc Mm. impressionnant. Personnellement, son premier Monte-Carlo, toute discipline, enfin toute catégorie confondue Ouais. en plus. Hein, Ouais. non, non. Et puis après, voilà, si on passe dans les autres catégories, en WRC2, donc bah, tu l'as mentionné, Adrien Fourmeau qui fait une très très belle prestation en attendant de le voir avec une vraie WRC. Camille, et puis en WRC3, la bataille française des Johan Bonato, Johan Rossel, Ouais. Nicolas Fiamin derrière aussi, Ouais. qui fait partie pour moi des grands espoirs. Voilà, la problématique, c'est de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir prendre de l'expérience, faire des rallyes, Mm. et voilà. Et puis en Ah termes oui. franco-français aussi, tu as peut-être prévu d'en parler, mais Alpine, Oui. Alpine, Alpine qui revient. Qui nous fait alors oui, bon, symboliquement évidemment avec Esteban Ocon qui a fait le alors c'était quoi, il avait quel statut, c'était une voiture ouvreuse, voiture quoi, non Ouais, c'était pas une voiture ouvreuse dans le sens où non il avait pas le 0 ni le double oui c'est zéro, ça, c'était plutôt une voiture VIP qui passe ouais. avant un peu pour faire la sécurité et autres. Mais ouais, ouais, sympa de voir Esteban et puis toute la com qui a été faite autour de ça. Sympa de voir ses déclarations aussi et le respect qu'il a pour les pilotes de rallye. Tu as vu la petite citation d'hier Non non, justement. vas-y dis-moi. Ah ouais, je vous invite à aller regarder un peu. Je crois que c'est sur motorsport.com ou quelque chose comme Oui. ça qu'il a interviewé où il dit bah, qu'il a un très très grand respect pour les pilotes de rallye qui ont pour le coup des couilles en acier. Voilà. Je, D'accord, je le cite, je le cite parce que ça m'a fait rire et venant d'un pilote comme Esteban qui prend les risques qu'on connaît sur les pistes de Formule 1, bah voilà, il s'est rendu compte de la dextérité, de la complexité de s'adapter à ouais. toutes les situations comme on peut le faire en rallye, quoi. Bah oui, oui, non, non, mais effectivement, c'était bien sympa, effectivement, qu'il soit là. Au niveau, pour conclure, bah, la troisième équipe M-Sport, bon, évidemment, avec Suninen, on saura jamais ce que ça aurait pu donner, mais c'est vrai qu'on a des regrets que Suninen n'était pas là jusqu'au bout, ça c'est sûr. D'autant plus que moi, la Green Smith m'a beaucoup déçu. Alors, je l'ai trouvé vraiment, enfin, pas au niveau, quoi. Maintenant, j'ai jamais critiqué les pilotes comme ça facilement dans ma carrière, donc je vais pas commencer aujourd'hui. Mais enfin, c'est vrai que là, il est quand même passé à côté, hein. Ouais, c'est vrai que bah, dans les flops également, mais on pouvait s'y attendre. Hein, M-Sport, rallye très très compliqué. Suninen, première spéciale, il part vraiment pour faire le scratch. Ouais, Bah, il finit en crash. Donc, voilà. voilà, première spéciale, c'est dommage hein, parce que on sait bah, le besoin je dirais d'argent qu'a M-Sport aussi. Hein. Casser des voitures comme ça les arrange pas forcément. Mais bon, d'un autre côté, faut se rappeler que 10 jours avant le rallye, on n'était même pas sûr que M-Sport serait au départ du Monte-Carlo. Hein. Ils ont fait 2 jours d'essai la semaine avant le rallye.
Parce que pas facilité par la situation Covid, pas facilité par le Brexit, pas facilité par le fait que, encore une fois, ils ont une situation financière qui est un peu, alors je vais pas dire compliquée parce que je suis pas dans leur compte, mais leur schéma, en tout cas, leur business plan, leur business model fait qu'ils ont besoin de vendre des voitures, de faire de l'assistance, d'exploiter des voitures, et toute la saison 2020, ils ont rien fait de tout ça, donc un peu compliqué, ce qui fait que au niveau pilote, ils ne peuvent pas reprendre un Lapi qui avait une expérience beaucoup plus importante qu'un Greensmith, par exemple. Et le fait que le pilote, on va dire, deux pointes se crash à la fin de la première journée, ne puisse pas repartir les jours suivants, fait que, oui, derrière c'est compliqué. Et Greensmith, effectivement, décevant, mais je pense qu'il était le premier déçu à la fin de l'arrivée de la Power Stage. Il le dit franchement. Voilà, il n'a pas été tendre avec lui-même. Il l'a dit, c'est ma pire prestation de toute ma carrière. Il était désolé pour l'équipe. Bon, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas comment se positionne une Fiesta aujourd'hui avec un pilote de pointe. Et ça fait que, je dirais encore une fois, que rehausser la performance de Ogier et Ingracia quand ils étaient chez M-Sport, parce que deux champions du monde avec cette structure privée, face à l'époque déjà au Toyota et au Hyundai et au Citroën même. Voilà. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. On se rendra compte après du poids qu'a eu Sébastien Ogier. Bon, maintenant on a conscience, je crois qu'il n'y a plus de débat, mais effectivement, quel pilote de légende et ce qu'il représente encore actuellement ou ce qu'il a représenté ces dernières années, c'est exceptionnel. Bon, écoute, vraiment merci Guillaume pour tous tes avis éclairés. C'était vraiment bien sympa cette discussion. Je crois qu'on a vraiment passé en revue là, tout ce Monte-Carlo 2021. La saison, j'ai envie de dire, est quand même bien lancée. Alors, évidemment, situation sanitaire oblige, on ne sait absolument pas ce qui nous attend. Moi, je pense que l'Arctique, c'est le bon choix pour enchaîner. Effectivement, on va être tranquille là-haut, cercle polaire, et je vois pas pourquoi ça pourrait pas avoir lieu. Après, évidemment, faut voir, mais on espère tous, toi comme moi et le monde entier, que ce printemps, ça sera déjà un peu peut-être la fin de moments difficiles, la vaccination, tout ça, que ça ira mieux. C'est ce qu'on espère tous, quoi. C'est sûr, oui, c'est ce qu'on espère. Après, comme tu le dis, effectivement, l'Arctic Rally, un nouveau rallye pour tout le monde, qui est situé sur des bases d'essai en général de toutes les équipes qui vont préparer les manches enneigées de la Suède et de la Norvège à l'époque. Donc les équipes connaissent un petit peu cette zone-là. Qui est basé autour d'un village dont j'ai oublié le nom, mais qui est connu pour être le village du Père Noël. Tout à fait. Voilà, ça se termine en I ou en mi, je sais plus. Oui. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va avoir une belle bagarre, je pense, justement entre les protagonistes du WRC et puis Santa Claus avec son traîneau à sirène motrice. À voir sur qui on mettrait une pièce, mais moi je mettrais une petite pièce sur Kalle Rovanperä. Oui, alors tu en as parlé tout à l'heure, je sens que Et si Ogier a commencé aussi à le citer avant le Monte-Carlo en disant qu'il aurait un rôle à jouer cette année, c'est que je pense que Sébastien est le premier à se rendre compte que Calais, qui n'a pas calé à Monte-Carlo, voilà, bon bref, elle est faite, monte en puissance, il le sent Sébastien. Ouais, et puis sur un rallye comme l'Arctic Rally pour plusieurs raisons, c'est vrai que voilà, j'aurais un billet à mettre, je le mettrais sur lui parce que c'est chez lui, parce qu'il a commencé à conduire sur les lacs gelés, tout le monde a vu, enfin tous les passionnés ont vu quand il avait 8 ans conduire sur les lacs gelés, les pistes enneigées et autres, donc aucun souci pour lui ces conditions-là. Il est 4e sur la route sur la première journée, donc aucun problème de balayage, quelles que soient les conditions. Donc là, il va avoir un vrai avantage, je pense. Et puis aussi, faut pas oublier que Toyota, ils ont 4 voitures qui sont engagées. Donc, je pense que, et pour le coup, là, Latvala aura un rôle à jouer. C'est est-ce qu'il va lui donner carte blanche? Je pense que oui, qu'il aura carte blanche parce que si Rovanperä arrive à gagner ce rallye, ça fera encore plus parler de Toyota. Oui. Et puis, dernière chose, c'est que Rovanperä est quand même à la chasse au record d'être le plus jeune à gagner une manche WRC et donc battre Latvala. Et le temps commence à jouer un peu en sa défaveur. Donc, je pense que c'est le rallye ou jamais. Et pour moi, ce sera qui tout double pour Rovanperä et son coéquipier.
Ah ouais, intéressant. Affaire à suivre, en tout cas, on verra ça ensemble. Guillaume, avant de se quitter, juste un petit mot, parce que nous avions fait connaissance pour tout révéler à l'occasion d'une opération à laquelle tu es associé, Auto Mini Racing, avec moi ce que je voyais de loin comme étant une sorte d'exposition plus ou moins temporaire, de modèles réduits, de miniatures, mais absolument extraordinaire. Moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est que la situation s'améliore et que tu ailles me montrer tout ça en direct sur place. Alors, où en est Auto Mini Racing? J'imagine qu'il y a tout un pan qui est consacré au rallye aussi, hein, dans Bien les sûr. thématiques des miniatures. Bon, alors, combien déjà vous avez de modèles? Où est-ce que vous en êtes au niveau de l'exposition? Quels sont les projets? Vas-y, dis-nous tout sur Auto Mini Racing en ce début d'année 2021. Alors, on pourrait en dire énormément, donc je vais essayer d'être assez court et puis je vais vous réorienter très rapidement sur les réseaux sociaux sur lesquels vous aurez toutes les infos. Donc, en fait, Auto Mini Racing, c'est une association qui a été créée par plusieurs passionnés de sport auto et de miniatures, où on met en commun toutes nos collections de miniatures avec chacun des passions et des appointances différentes. Donc, forcément, pour moi, c'est un peu plus tout ce qui est rallye, endurance avec les 24 heures du Mans, mais en gros, on a entre 7 et 8 000 miniatures qui sont à disposition. Et l'objectif, c'est de créer une exposition permanente, donc vraiment permanente, un endroit d'échange. Et on appelle ça exposition plus que musée parce qu'on veut que ce soit un endroit qui soit vivant. Donc, c'est-à-dire que voilà, on va se contenter d'exposer, on va dire que entre 5 et 6 000 miniatures et dioramas de plusieurs mondes pour pouvoir assurer un roulement, une diversification donc des expositions. Donc, on aura du rallye, de la Formule 1, de l'endurance, des GT et une partie US, voilà, pour présenter tout ça. On a eu une exposition temporaire qui a été réalisée pendant 2 mois et demi sur l'été, donc de mi-juin à fin août, qui nous avait été demandé par la commune qui nous accueille, donc Saint-Galmier, à côté de Saint-Étienne, pour relancer un petit peu le dynamisme de la commune après le premier confinement. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé derrière, donc obligé de refermer. Et aujourd'hui, on est en cours de discussion pour avoir le local de 400 mètres carrés qui nous avait été proposé pour faire cette exposition permanente. Donc plutôt sur la fin du premier semestre, voire le deuxième semestre 2021, en fonction de l'évolution de la pandémie, malheureusement. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un endroit qui soit convivial, exposition de miniatures pour les grands et les petits, mais également des espaces un petit peu plus de documentation, avec mise en disposition de vidéos, de livres, un petit coin, ce qu'on va appeler lounge, pour prendre un café en consultant les différentes archives. Et puis un endroit aussi un peu plus dédié aux enfants, qui, on le sait, aiment bien voir les petites voitures, etc. Ouais. Mais quand ça ne bouge pas, au bout d'un moment, ils se lassent vite. Donc, un petit endroit où on mettra à disposition à la fois des jeux vidéo, des Lego, voilà, différentes activités autour du sport auto. Et créer surtout des événements avec la visite de plusieurs équipages, pilotes, personnalités du sport auto dont tu fais partie, et on sera ravis de pouvoir t'accueillir, puisque moi j'ai grandi avec tes commentaires sur RMC, avec Motors, etc., les débriefings et autres. Voilà, donc Merci. on a déjà eu typiquement un Denis Giraudet, un Cédric Robert qui sont venus nous visiter, nous faire cet honneur-là. Donc l'objectif c'est ça, c'est de créer un espace de convivialité pour pouvoir partager tout ça. Donc c'était très rapide, même si ça a été un peu long. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur Facebook, Voilà. Instagram. Donc les comptes, c'est Auto Mini Racing, tout attaché. Il n'y a pas à tortiller. Le site internet, c'est la même chose. Vous tapez Auto Mini Racing, vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions ou autres, moi aussi, je suis disponible sur notamment Instagram. On pourra peut-être mettre le lien dans le descriptif, mais sinon, c'est LAF25. Voilà. Et puis voilà, ravi d'en partager. On Bon. est preneur de toutes bonnes idées et autres. Bravo à vous en tout cas parce que c'est exceptionnel, ça je n'en doute pas et j'attends vraiment de voir ça en vrai.
Mais en tout cas, bon, bah, Guillaume, tu nous tiens au courant, hein, bien évidemment, par rapport au projet Bien Automini Racing, évidemment. parce que ça, Ouais. ça vaut vraiment le coup. Et puis, bah, je le dis spontanément, bah, j'espère que si on pouvait se retrouver régulièrement pour débriefer du WRC, je serais pas contre. Donc, on verra en fonction des emplois du temps des uns et des autres. Mais enfin, bon, je crois qu'aujourd'hui, déjà, tu as réussi sans aucun problème ton baptême de consultant et d'analyste du WRC sur l'Afterlap, le podcast du sport auto. Je te libère, Guillaume, et je te remercie beaucoup. Eh ben, merci beaucoup le LFB. En tout cas, ben, voilà, moi, ce sera un plaisir d'échanger sur cette passion du rallye du sport auto. Si les gens ont apprécié cet échange, je serai le plus heureux de le reconduire, donc avec plaisir. Par contre, j'aurais juste une petite chose qui me Oui. tient énormément à cœur parce que je parlais d'avoir grandi dans le monde du sport auto en t'écoutant, grâce à mon papa aussi qui m'a emmené sur ses épaules au Dakar, dans le froid, au Monte-Carlo. D'ailleurs, j'avais qu'un seul regret, c'était de ne pas être sur le bord des spéciales parce que le barbecue, l'odeur des saucisses, les feux de camp, le petit vin chaud qui passe bien aussi, ça manquait énormément. Mais voilà, mieux allait rester tranquille à la maison. Et donc, par contre, je voulais juste rendre aussi un très bel hommage, enfin un hommage en tout cas, à quelqu'un Ah oui, tu as raison. avec qui j'ai grandi, Tu as raison. Michel Vaillant, donc avec la disparition de Jean Graton qui malheureusement comme vous le diriez avec Maxime, a eu son checkered flag qui a été brandi, son drapeau à damier. Il a fini sa course. Il rejoint également Rémi Julienne, qui a disparu cette année aussi. Et donc, je pense qu'ils vont faire pas mal de cascades ensemble tout là-haut. Et à la manière d'un Hubert Auriol qui part pendant son Dakar, le fait que Jean Graton nous quitte pendant le Monte-Carlo, alors que la dernière BD qui est sortie, que je vous montrais, là, qui est sortie il y a juste 10 jours, c'est Michel Vaillant qui combat qui, qui affronte les pilotes du WRC, dont Thierry Neuville notamment. Voilà, c'est peut-être un signe, c'était peut-être le moment. En tout cas, voilà, je voulais le remercier parce que j'ai grandi avec ces BD. C'est aussi Michel Vaillant qui m'a donné qui m'a donné cette passion et ça me tenait à cœur de souligner ça. Tu as très bien fait, Guillaume, et je t'en remercie. À titre personnel, je rajouterai que certains savent peut-être que j'ai aussi une autre casquette dans la bande dessinée, donc ça me touche d'autant plus. Et qu'effectivement, moi j'ai rencontré Jean Graton pour la première fois à 12 ans. Là, je l'ai raconté par un tweet quand j'ai été voir mon premier Grand Prix, le Grand Prix de Belgique 79, et avec mon père, on est dans le paddock, on se balade, et soudain je vois bien Jean Graton que je reconnais parce que je connaissais sa photo. Et pour moi, donc, j'ai un autographe du créateur de Michel Vaillant. Donc, quand on est un ado et qu'on est passionné par la bande dessinée, le sport auto, évidemment, là, c'est une rencontre mythique. Et ça explique aussi pourquoi on est tous des passionnés, qu'on a tous un petit quelque chose dans l'esprit qui remonte à l'enfance, ça c'est sûr. Donc, tu as raison, Guillaume, et nous sommes tous des enfants de Michel Vaillant. Je crois que c'est vrai, c'est pas une légende, et c'est le poids qu'a eu cet auteur de bande dessinée. Ça marque l'imaginaire, ça marque l'enfance et l'adolescence, et c'est vrai que Monsieur Graton, rest in peace, comme on dit, mais on pense bien à vous et toutes nos condoléances à votre famille, bien évidemment. Guillaume, donc ainsi s'achève ce numéro 75 de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Ça a été long, mais il y avait de la matière et c'est la règle du jeu. Et puis voilà, on est entre amis et passionnés. Porte-toi bien, la santé avant tout, mais j'espère à très bientôt. Hein. Et avec plaisir, portez-vous tous et toutes bien, faites attention à vous et vos proches, c'est le principal, et puis que le sport puisse continuer. Voilà. Salut à tous, à bientôt.